Alors justement, je vais vous commencer par vous lire un texte de Walter Benjamin de 1933 qui explique tout ça, ce que ça voulait dire en fait. La Grande Guerre, comme cette grande table rase de toute l'expérience humaine. Donc je vais vous en lire des extraits, puis pendant que je fais ça, vous pourrez parcourir notamment ce merveilleux album photographique de 1937. Je crois, c'est 1937, oui. 33, encore mieux, et qui s'intitule The First World War. Moi, j'aime beaucoup ce titre, parce qu'on est en 1933, et on se dit, on sait déjà que c'est probablement pas la dernière, hein. Jusque peu de temps, on avait l'habitude de dire, bon, la guerre mondiale, la grande guerre, et là, en 1933, on se met à dire The First World War. Rien que ça, là, ce livre-là vaut son pesant d'or. Là, vous aurez plein d'images merveilleusement agencées, là, avec souvent de délicieuses ironies. Ben, je vais vous attirer votre attention à un moment donné sur deux au début et à la fin. Je vous laisse deviner lesquels pour les parallélismes là, qui s'est arrangé par 4 et je gloserai là-dessus vers la fin. Aussi un autre très beau livre, là, plus facture, plus moderne, avec beaucoup d'illustrations de propagande notamment. Là. Bon, alors, je vais circuler ça. Et puis, non, mais je vais laisser parler Walter Benjamin. Il commence, justement, la même année que ce livre, en 1933, et je pense qu'il devait avoir, est-ce qu'il était déjà émigré à Paris, sans doute. D'ailleurs, c'est le texte qui a été lu au colloque sur René Caisse, ça m'a beaucoup frappé, hein. Un des commentateurs après lui, là, ce soir-là, a lu ce texte-là. Je me suis dit, ça, il faut que je découvre ça, puis que je l'utilise dans mon cours. Parce que c'était sur la disparition de l'expérience, en fait. Comme quoi, jusqu'à notre époque, jusqu'au 20e siècle, quand un jeune ou un adolescent, enfin, ça n'existait pas les adolescents, en fait, avant la Grande Guerre non plus, là, mais quand un jeune, mettons, d'émettre une opinion, les adultes disaient, bon, c'est encore morveux, et c'est encore morveux, ça veut donner son avis. Tu en as encore beaucoup à apprendre. Bon. L'expérience, on savait exactement ce que c'était. Toujours les anciens l'avaient apporté aux plus jeunes. Brièvement, avec l'autorité de l'âge sous forme de proverbe, longuement, avec sa façon de, sous forme d'histoire, parfois dans des récits de pays lointains, au coin du feu, devant les enfants et les petits-enfants. Où tout cela est-il passé? Trouve-t-on encore des gens capables de raconter une histoire? Où les mourants prononcent-ils encore des paroles impérissables qui se transmettent de génération en génération comme un anneau ancestral? Qui, aujourd'hui, sait dénicher le proverbe qui va le tirer d'embarras? Qui cherchera à clouer le bec à la jeunesse en invoquant son expérience passée? Et pensons au trésor des proverbes. Là. C'était ça la base de la culture de la société traditionnelle. Bon, s'il y aura en Afrique ou en Inde, là, c'est ça le contenu de la culture, des bouts d'expérience condensés dans une formule, qui sont pas simplement des figures qui enjolivent, des clichés. C'est pas des clichés, c'est vraiment une pépite solide là qu'on médite et qu'on applique. Hein. Bon, et c'est ça qui disparaît d'un coup avec l'événement auquel Walter Benjamin veut en venir. Non, une chose est claire, le cours de l'expérience a chuté, et c'est dans une génération qui fit en 1914-1918 une des expériences les plus effroyables de l'histoire universelle. Le fait, pourtant, n'est peut-être pas aussi étonnant qu'il y paraît. N'a-t-on pas alors constaté que les gens revenaient muets du champ de bataille? Non pas plus riches, mais plus pauvres en expérience communicable. Et ça, je veux dire, ça me touche beaucoup si les gens revenaient muets du champ de bataille, parce que un de mes mentors, c'est
un intellectuel français du nom de Bernard Charbonneau, dont la réflexion sur la nature de notre société, bouleversée par la technologie et le contrôle social, a surgi précisément à ce moment-là du fait de voir. Lui est né en 1910, et puis pendant la guerre, ça l'a frappé de voir son grand frère revenir du front. Et bon, de cette grande expérience-là, dont tout le monde parlait tout autour, et puis lui pouvait rien en dire. Son grand frère pouvait rien en dire. Et ça fait réfléchir Charbonneau sur la nature de ce contrôle, cet entraînement social qui pousse les gens qui peut pousser les gens vers des expériences qui peuvent même pas être communiquées en fait là, mais qui ont une telle force, c'est comme une force de la nature à laquelle on ne peut pas s'opposer. Et à la même époque, il a commencé à s'apercevoir aussi. Il était de Bordeaux, il s'est aperçu que comme presque du jour au lendemain, les chats et les enfants ont disparu des rues de Bordeaux à cause de l'apparition de l'automobile, qui devenait le centre de la circulation de la vie de la ville et non plus les êtres vivants qui circulaient librement un peu n'importe comment. C'est le genre de transformation qui va se mettre en place. Lui avait constaté tout ça, qui était pourtant évident, mais personne l'a vraiment pensé avant, cette question on pourrait dire de la technique ou de l'organisation totale de la société. On va commencer d'y venir avec les années 30, mais c'est déjà, par exemple, qui avait fait directement l'expérience de la guerre, et puis, ou Ernst Jünger, par exemple, que je vais évoquer, mais ce qui est plus significatif, c'est les transformations du quotidien, les petites choses qu'on remarque même pas, parce que c'est un peu comme la grenouille qu'on met dans un chaudron, puis plein d'eau, puis on met on fait chauffer l'eau pour la faire bouillir, mais comme elle se réalise pas qu'il y a de changement brutal, elle va pas songer à sauter pendant qu'elle a encore temps. Alors, c'est un peu on est des grenouilles dans ce chaudron d'eau et on réalise pas les changements fondamentaux qui se produisent dans notre environnement. Donc ça, c'est à l'échelle du quotidien, mais donc à l'échelle au front de la crise elle-même, là, ce que ça faisait que d'avoir, par exemple, 1/10 de la population mâle de la France qui est morte au front, par exemple, comment des générations entières ont été comme décimées et traumatisées. Celles qui n'ont pas été mortes, ceux qui n'ont pas été tués ont été certainement traumatisés. Ça, évidemment, ça a un impact. Donc, ce qui s'est répandu 10 ans plus tard dans le flot des livres de guerre n'avait rien à voir avec une expérience quelconque, car l'expérience se transmet de bouche à oreille. Non, cette dévalorisation n'avait rien d'étonnant, car jamais expérience acquise n'a été aussi radicalement démentie que l'expérience stratégique par la guerre de position, l'expérience économique par l'inflation, l'expérience corporelle par l'épreuve de la faim, sans parler bien évidemment des bombardements, des gaz, de vivre dans des tranchées qui étaient pratiquement des latrines pendant des mois, bon, de marcher parmi les cadavres des camarades. Bon, c'est parti. C'est bon. Bonne idée. Oui, donc... Quelle aventure. Je vais enchaîner, justement, puisque Benjamin parle du Bauhaus, je vais enchaîner avec ça. Il parle des propriétés du verre, comment apparaît avec le Bauhaus essentiellement, et ce même juste avant la guerre, avec ses précurseurs, une architecture de verre, donc une transparence dans la matière et dans les objets. Et pour Benjamin, le verre, ce n'est pas un hasard, c'est un matériau dur et lisse sur lequel on n'a pas de prise, un matériau froid et sobre également. Les objets de verre n'ont pas d'aura.
Le verre, d'une manière générale, est l'ennemi du mystère. Il est aussi l'ennemi de la propriété. André Gide a dit un jour, chaque objet que je veux posséder me devient opaque. Donc, l'univers de la transparence et du verre, de la transparence, c'est donc un univers auquel on n'a pas de prise et tout est complètement exposé, à la fois tout complètement exposé aussi à aux instances impersonnelles qui contrôlent une telle exposition. Hein. C'est l'espace de la planification aussi que celui des espaces vitrés en contraste énorme avec les intérieurs bourgeois du 19e siècle. Là. Bon, le côté hyper clean et clinique de l'architecture moderne qui s'impose à partir des usines et à partir des années 10 et 20. Donc le Bauhaus, avec son fer et son verre, sont venus à bout de ce monde bourgeois où ces intérieurs remplis de choses personnelles auxquelles il ne faut pas toucher. Là. Ils ont créé des espaces dans lesquels il est difficile de laisser des traces. Selon un écrivain que je ne connais pas, que Benjamin cite, Paul Scherbart, le nouveau milieu que va créer l'architecture du verre transformera complètement l'homme et il n'y a maintenant plus qu'à souhaiter que la nouvelle civilisation du verre ne rencontre pas trop d'adversaires. Donc, Benjamin poursuit, cette pauvreté en expérience ne signifie pas que les hommes aspirent à une expérience nouvelle. Non, ils aspirent à se libérer de toute expérience, quelle qu'elle soit. Ils aspirent à un environnement dans lequel ils puissent faire valoir leur pauvreté extérieure et finalement aussi intérieure, à l'affirmer si clairement et si nettement qu'il en sorte quelque chose de décent. Ils ne sont du reste pas toujours ignorants ou inexpérimentés. On peut souvent dire le contraire. Ils ont ingurgité tout ça, la culture et l'homme. Ils sont dégoûtés et fatigués. Donc, il y a toute une partie de l'expérience moderne consiste à vouloir faire place nette, là, que les choses soient claires, bien éclairées, hygiéniques, qu'on ne soit pas encombré par toutes sortes de bagages, donc c'est une pauvreté dans un certain sens, mais qui a comme une sorte de potentiel de développement infini là, vers des lendemains radieux. Donc faire le vide devient une vertu à partir des années 20 dans le design moderniste là, qui commence à percer, à devenir un certain capital culturel. Mais l'autre face de ça, c'est que c'est tout l'aspect du rêve qui compense les rêves de grandeur qui nous dédommagent de la tristesse et du découragement de la journée, en réalisant l'existence très simple mais vraiment grandiose que nous n'avons pas la force de construire dans l'état de veille. Pour Benjamin, l'existence de Mickey Mouse est un de ces rêves des hommes d'aujourd'hui. Cette existence est pleine de prodiges qui non seulement dépassent ceux de la technique, mais tournent ceux-ci en dérision. Car ce qu'ils offrent de plus remarquable, c'est qu'ils ne mettent en jeu aucune machinerie, qu'ils surgissent à l'improviste du corps de Mickey, de ses partisans et de ses persécuteurs, des meubles les plus quotidiens, aussi bien que des arbres, des nuages ou des flots. La nature et la technique, bon, ce qui est dit de Mickey, c'est tout cet imaginaire qu'on a tous absorbé, là, qui tient aux dessins animés, aux bandes dessinées, aux effets spéciaux de films, là, que cette idée que même sans magie particulière, même dans un univers désenchanté, on est comme hanté par le rêve que tout peut devenir n'importe quoi d'une façon comme improvisée. Finalement, on retrouve une sorte d'univers magique par cette potentialisation effectuée par la technique et qui se propage dans tout l'imaginaire, qui n'a plus besoin tellement de références, d'ancrage dans une expérience commune. Hein. Ce monde-là, c'est un monde libéré de l'expérience, mais qui peut être imposé par les médias de masse par sa propre séduction.
La nature et la technique, le primitivisme et le confort se confondent ici parfaitement. Et sous les yeux de gens fatigués par les complications sans fin de la vie quotidienne, de gens pour qui le but de la vie n'apparaît plus que comme l'ultime point de fuite dans une perspective infinie de moyens, surgit l'image libératrice d'une existence qui, en toutes circonstances, se suffit à elle-même de la façon la plus simple et en même temps la plus confortable. Une existence dans laquelle une automobile ne pèse pas plus lourd qu'un chapeau de paille et où le fruit sur l'arbre s'arrondit aussi vite que la nacelle d'un ballon. Pauvres, voilà ce que nous sommes devenus. Pièce par pièce, nous avons dispersé l'héritage de l'humanité. Nous avons dû laisser ce trésor au monde piété, souvent pour un centième de sa valeur en échange de la piécette de l'actuel. Dans ces bâtiments, ces tableaux et ces récits, l'humanité s'apprête à survivre, s'il le faut, à la disparition de la culture, et surtout elle le fait en riant, un rire qui peut sembler barbare, mais finalement que Benjamin accueille. Il y avait tout cet espoir de tous les côtés qu'en se débarrassant de tout héritage, finalement on ne s'en porterait que mieux. C'était qu'un moment de malaise à passer, puis auquel on s'habituerait bien pour entrer dans des sociétés beaucoup plus rationnelles où disons, le désir serait canalisé de façon justement de façon plus directe et avec beaucoup moins de contradictions, plus rationnelle en fait. C'est ce qu'on commençait à faire tous les nouveaux régimes de ces années-là, puis qui s'est dessiné dans des aspirations plus modestes comme celle du modernisme architectural ou toutes les nouvelles méthodes qui se sont imposées dans différents domaines. Donc ça c'est une sorte d'aperçu d'ensemble finalement de cette transformation de la guerre et de l'après-guerre, donc entre 1914 et 1929, la période que j'essaie de couvrir aujourd'hui. Si je retourne à un cadre un peu plus chronologique, oui, tout était donné au départ quand on songe à ce que c'était la façon dont cette guerre-là a commencé finalement, une guerre que personne ne voulait. Mais qui s'est mise en branle comme une ligne de domino. Là. Bon, d'une part, c'était le mécanisme des alliances entre les États et les empires là, de l'avant-guerre, mais simplement, il y a une dimension purement technique à ça. Bon, c'est quand le prince héritier d'Autriche a été tué par un terroriste serbe en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo. Bon, ça donne lieu à des protestations, à des pressions de l'Autriche sur la Serbie, etc. Bon, mais là, la Russie pouvait pas laisser tomber la Serbie, son allié, donc elle a commencé à mobiliser. Puis là, les choses ont commencé à se corser parce que l'Allemagne disposait d'un sérieux avantage en cas de guerre du fait de son réseau ferroviaire extrêmement développé. Alors, ben même si bon, l'empereur, par exemple, voulait pas spécialement la guerre, il y avait des pressions des militaires sur lui pour qu'il profite de l'avantage du temps, parce que plus ils attendaient, plus l'avantage de pouvoir se mobiliser rapidement se réduisait. Tu sais, les Russes, même moins développés, commençaient à se mobiliser, puis alors, donc l'avantage de pouvoir se mobiliser rapidement fondait comme neige au soleil. Donc, si on voulait que la crise se résolve à l'avantage de l'Allemagne, ben, il fallait commencer à mobiliser. Ben, là, évidemment, les Français pouvaient pas se sont dit, ben, on peut pas laisser passer ça. Donc, eux se sont mis à mobiliser. Bon, alors, finalement, comme ça, là, c'est vraiment pour la question que les horaires de train étaient mieux arrangés en Allemagne. C'est pour ça qu'il y a eu la c'est vraiment la pression pour l'efficience. Ça, c'était la logique sous-jacente de tout ça, là, qui est beaucoup plus importante que tous les prétextes idéologiques qu'on a sortis pour dans cette
cette guerre pour la culture, qu'on appelait ça en Allemagne, ou la civilisation, qu'on appelait ça en France, et qui était bon. Évidemment, comme on est dans un des pays qui ont gagné, là, on a tendance à gober comme allant de soi. Bon, le discours, là, le triomphe de la démocratie, puis contre les puissances obscures et réactionnaires et tout ça. Mais il y avait le même discours en Allemagne, et il y avait de bonnes raisons aussi. Bon, ils avaient un État social, un État-providence beaucoup plus avancé que les pays, la France ou les pays anglo-saxons. Et surtout, ben, c'était qui au juste le grand allié de la France et de l'Angleterre? C'est la Russie, le pays le plus despotique, le plus arriéré, le plus sauvage, le plus barbare de l'Europe. Alors, les Allemands accueillaient ces prétentions à parler au nom de la civilisation avec un certain scepticisme. Et bon, ils avaient leur propre discours délirant aussi, évidemment, là, qu'on connaît trop, le pan-germanisme et tout ça. Mais des choses comme ça existaient dans tous les pays. Pour la France, par exemple, j'ai vu les documents qui montrent qu'ils n'attendaient qu'une occasion par le jeu d'alliance là des guerres balkaniques là, pour avoir un prétexte pour récupérer l'Alsace-Lorraine, etc. Puis les Britanniques qui étaient jaloux de leur avantage naval et puis qui voyaient l'Allemagne se développer une marine aussi, là, ils aimaient pas trop ça. Donc là aussi, l'impératif technique, derrière tous les discours qui sont déchaînés, qui sont devenus encore plus stéréotypés qu'ils étaient avant la guerre, là, c'est devenu la vraie folie, la déshumanisation de l'adversaire, là, transformer les Boches en espèce de créatures monstrueuses et sadiques, là, réellement inventer de toutes pièces des histoires à dormir debout, là, qu'on présentait comme motif pour une guerre sans merci. Puis non, avec l'usage énorme des stéréotypes, là, mais évidemment, c'est le genre de stéréotypes qui vont faire, par exemple, qu'on va vouloir faire porter la responsabilité totale de tout ça sur l'Allemagne comme le mal absolu, puis le bouc émissaire. Alors on voit ce que ça a donné, parce que c'est comme si vous avez dit qu'on était des monstres sanguinaires, etc. Puis vous nous traitez comme des purs et simples criminels, et pas seulement plutôt que des participants au concert des nations. Ben c'est comme si ils avaient finalement intégré ce qu'on projetait sur eux pour le faire devenir réalité, hein, quand un démagogue va surgir épuisé dans tout ce fond de ressentiment et de traumatisme, il va comme réaliser ce qui était purement un fantasme délirant des Alliés quand ils ont voulu régler son compte à l'Allemagne pendant la Grande Guerre. Oui, donc, mais bon, la propagande, donc guerre psychologique, mais qui était donc un aspect de ce qui n'était pas seulement une mobilisation générale d'armées professionnelles et surtout de conscrits, mais une mobilisation totale de tous les aspects de la vie sociale et culturelle. Il y avait pas de dehors par rapport au conflit militaire. Parce qu'à cause de sa nature industrielle, c'était une guerre de moyens techniques à grande échelle, ce qui veut dire que tout l'appareil industriel
était de facto une arme, que toutes les populations civiles qui travaillaient étaient de facto des combattants. Donc, et comme c'est leur morale ou leur conviction qui faisait qu'ils pouvaient permettait de maintenir l'effort de guerre à travers toute la société, non plus la guerre dans l'histoire humaine, ça a surtout été l'affaire de certaines castes spécialisées. C'était une sorte de privilège en fait de certaines castes de pouvoir faire la guerre. Et ça a commencé à changer avec la Révolution française. On a commencé à avoir des levées en masse de citoyens qui ont voulu avoir, auxquels on a voulu donner ce privilège de se battre pour l'ensemble de la société. Donc, mais ça a pris vraiment toute son ampleur justement au 20e siècle, alors qu'il n'y avait rien qui était en dehors de la portée de conflit. Donc, si on voulait... Dans la logique d'un conflit, c'est pour gagner, donc il y a aucun moyen on peut pas se permettre de pas employer un moyen qu'on pourrait avoir pour nuire à l'adversaire, pour nuire à son effort de guerre. Donc tous les coups étaient permis tout d'un coup. C'est pour ce qu'on se compte que des choses aussi incroyables, que les gaz ont été développés. Les pressions psychologiques, là, les tracts ou des envoyés par des avions. C'est vraiment un investissement de tout l'espace dans une manipulation de tout le monde humain. Et il faut imaginer quelle transition c'est fait, parce qu'avant 14, on pouvait se promener d'un bout à l'autre de l'Europe sans passeport, imaginez-vous. On ne peut même pas concevoir ça. Et tout a basculé du jour au lendemain. On était ressortissant d'un pays ou d'un autre, et on faisait partie de son matériel en quelque sorte. Et si on n'était pas du bon côté de la frontière, ben on était un ennemi. Et ça avait des conséquences très concrètes jusqu'ici, par exemple. C'est un bon exemple parce qu'on était très loin des zones de conflit direct. Mais par exemple, un immigrant ukrainien qui travaillait comme bûcheron dans une forêt pouvait se retrouver du jour au lendemain dans un camp de concentration en Abitibi en tant que ressortissant ennemi, c'est-à-dire parce qu'il était né en Galice, c'est-à-dire la partie autrichienne de l'Ukraine. Tu vois? Des gens qui, tu sais, il n'y avait pas d'attachement spécial à l'empereur François-Joseph, puisque de toute façon ils étaient ici, mais ils étaient pris comme de facto comme des agents des Boches. Hein. Donc on a commencé à penser comme ça en termes de bloc, donc tout citoyen est la chose de son gouvernement, donc une prise en bloc en quelque sorte des sociétés autour de positions radicales de signifiants organisés autour de l'État-nation mobilisé. Donc ça impliquait une nouvelle approche de la façon de gérer les sociétés par la planification qui s'est imposée, un État actif qui organisait chaque détail de la production et de façon centralisée. Ce qui est devenu une sorte de nouveau modèle qui a commencé à être mis en pratique et théorisé, par exemple, comme en Allemagne, par quelqu'un comme Walter Rathenau, qui était en charge de toute la production industrielle, puis qui a comme vu ça comme la voie de l'avenir, comment les sociétés allaient fonctionner. Bon, ce serait à d'autres de le réaliser parce que au début de la République de Weimar, il s'est fait tuer par des terroristes nationalistes. Parce qu'il aurait réussi à faire quelque chose finalement qui ne rompait pas assez avec l'univers bourgeois.
bon, je vais revenir sur cette mentalité d'après-guerre, là, de gens qui avaient fait la guerre, qui voulaient la perpétuer sur tous les fronts de la société, d'une façon comme sauvage et qui pouvaient se raccrocher à n'importe quelle idéologie. Mais les éléments de notre quotidien qui sont surgis justement des mobilisations de la guerre, on peut mentionner bien sûr le vote des femmes. Hein, il y a eu d'énormes résistances à ça dans la plupart des pays jusqu'à ce moment-là où il fallait mobiliser aussi. Elle aussi faisait partie des gens qu'il fallait mobiliser activement jusque dans leur psyché et dans leurs activités laborieuses pour la production nationale. Donc, c'est dans cette logique-là que même les politiciens les plus conservateurs se sont dit qu'il faut leur donner de vote pour les impliquer davantage dans cette mobilisation totale. Hein? Donc, au Canada, ça s'est fait en 1917, par exemple. C'est aussi à cette époque-là que l'impôt sur le revenu a été introduit. C'était une idée qui faisait face à d'énormes résistances avant la guerre. Les gouvernements se finançaient par les taxes sur les échanges de certains biens, sur les douanes en quelque sorte. Et l'idée de taxer directement les populations sur le revenu que chacun faisait, c'était une chose nouvelle et révolutionnaire qui a été comme imposée, qui est comme devenue une sorte de nouvelle norme à la faveur de l'effort de guerre où il fallait puiser toutes les ressources où qu'elles soient. Donc, c'est comme ça que les gens ont accepté ça. Donc, on vit dans le monde mobilisé pour la première fois par la Grande Guerre. Donc bon, voilà pour l'ordre qui émergeait de cette crise, mais les éléments de désordre nouveau étaient non moins frappants, c'est-à-dire la prolifération évidemment des grands blessés. Et le fait nouveau aussi que on pouvait, à cause des progrès de la médecine, on pouvait subir des blessures invraisemblables avec le shrapnel et tout ça qui faisait partir des bouts de visage ou des choses comme ça. Tous les effets dévastateurs des grenades ou c'est des choses que quelques décennies plus tôt, les gens seraient morts sur le coup. Enfin, dans les guerres, traditionnellement, quand on était blessé, on était pratiquement mort. Et puis, mais là, la médecine permettait de sauver des gens qui étaient encore en plus grotesquement blessés qu'ils pouvaient l'être avec des armes blanches ou des simples fusils auparavant. Donc, qu'est-ce que ça a créé, ça? C'est que la société s'est vue comme imposer la présence de monstres, de morts vivants, ou de gens auxquels il manquait des bouts, des membres, des bouts de visage, qui avaient des prothèses monstrueuses à la place des mâchoires et du gutta-percha pour remplacer des bouts de crâne. C'était du traumatisme ambulant, quoi. C'est des choses qui sont restées dans l'après-guerre. Ça faisait partie du paysage, les estropiés en uniforme qui mendiaient dans les rues de l'Allemagne, par exemple, avec toutes sortes de prothèses compliquées là, qui essaient de se substituer à leur bout qui manquait. Pensez-y un instant, c'est déjà le cyborg, hein, et c'est aussi c'est de là que vient l'imaginaire des films de monstres. Hein. L'idée de formes de vie humaine qui sont plus tout à fait humaines, qui sont plus tout à fait vivantes, qui sont déjà en partie technologiques, qui vient hanter notre imaginaire à partir des années 20 et 30. D'ailleurs, on voit ça prend d'ailleurs la forme, par exemple dans les films italiens autour de 1920, il y a un genre très populaire, c'est le film de robots, des robots qui étaient inventés par des savants fous qui
qui allait ravager de la société bourgeoise, etc. C'est quelque chose dont certains futuristes raffolaient, comme de Perrault, qui représentait beaucoup de robots à cette époque-là. Et ça, c'est cette espèce de confluence, de confusion entre l'humain et le technologique qui s'est comme naturalisé à ce moment-là. C'est un phénomène aux implications vastes et profondes qu'on peut commencer à où certaines intuitions de Freud rejoignent directement certains développements en art à cette époque-là. La notion... On peut pas nier, moi. Tu me passes le câble. C'est normal. Ah, voilà. Ah oui. Moi, j'étais déjà transformé en monstre auquel il manque des bouts. C'est vrai, en fait. Un morceau de visage. Shrapnel fou. Ben justement, ça donnait par exemple des choses comme ça. Les automates républicains de Gorg Gross, c'est une peinture de 1920. L'imagerie de cette époque où on voit apparaître des mannequins animés ou des hommes mannequinisés. En fait, ça commence. On commence voilà l'exemple le plus typique, bien sûr. Ce sont ces mannequins qu'on trouve dans la peinture de Giorgio de Chirico comme les muses inquiétantes de 1918. Jean Clair, le grand critique Jean Clair, écrit donc un article brillant qui fait le parallèle entre l'apparition de ce qu'on appelle la peinture métaphysique, donc chez Giorgio de Chirico, qui a beaucoup influencé les surréalistes, donc de mettre ces figures comme décalées, là, qui sont pas à leur place, qu'on sait pas trop, est-ce que c'est des fantômes ou est-ce que c'est des objets comme ça qui sont hors contexte et qui ont une vie propre, ou au contraire, est-ce que c'est des humains qui ont perdu leur humanité? On ne sait pas trop, c'est toujours dans cette atmosphère de mauvais rêves, mais qui a en même temps une certaine séduction. Donc ce type de peinture apparaît au même moment où Freud publie dans la revue Imago en 1919 son article sur l'inquiétante étrangeté das Unheimliche, c'est-à-dire le familier qui n'est plus familier tout d'un coup. Les choses qui semblent normales ne semblent plus normales. C'est précisément ça que Chirico entendait par la peinture métaphysique. Là. Quand c'est quelque chose qui lui était venu d'ailleurs en se promenant en Florence, affecté par une gastro-entérite. Ça modifiait comme ses perceptions là. Puis tout d'un coup, une sorte d'étonnement et la réalité ordinaire comme perd sa fonction à un moment donné et tout apparaît comme une sorte de décor vide. Et c'est ça qui est arrivé à notre monde à ce moment-là. Les signifiants se sont comme défaits et on se retrouvait devant ce genre de décor vide que représente, avec particulièrement de génie de Chirico, mais plein d'autres artistes à ce moment-là. C'est comme si les liens finalement linguistiques, hein, le fait que certaines liaisons entre des aspects du monde ont sens les unes par rapport aux autres, tout ça c'est comme défait tout d'un coup, ce qui fait on se retrouvait devant une sorte de décor du monde et avec rien derrière et
est comme éclairé par un ailleurs qui a plus de sens intégrateur. Là. Bon, c'est comme ce que je disais sur la lumière électrique qui remplace le soleil. Là. Être au monde n'avait plus rien de rassurant. On se demande ce qu'on fait là tout d'un coup. Et bon, c'est cet effet de dépaysement que justement Freud avait ressenti. Il évoque dans son article en se promenant dans une ville italienne en 1912, à l'époque même où ces peintures de Chirico apparaissent, puis en se perdant, puis en se retrouvant plusieurs fois au même endroit. Donc, où il y a cette espèce de répétition du même qui est familier, mais qui est étrange parce que c'est familier. Donc, cette espèce de déliaison à l'intérieur même des structures ordinaires du réel qui fait que tout d'un coup, elles deviennent inquiétantes. Et ça se manifeste en particulier dans les structures hybrides, dans les êtres hybrides qui habitent ce nouvel espace de déliaison des signifiants et qui chevauchent le domaine de l'inanimé et de l'animé, notamment sous l'impact de la technologie. Qui fait que, bon, et les objets eux-mêmes s'animent, hein? Bon, le tourne-disque, la radio, le cinéma où les projections deviennent littérales, c'est pas l'imagination qui se projette, mais la projection est là objectivement dans une chambre obscure, dans un domaine un peu fantomatique et onirique. Donc, c'est comme si l'inconscient et ses obsessions, ses inquiétudes étaient comme objectivés dans le monde matériel structuré par la technique, mais impulsé finalement par l'inconscient, par les couches profondes de la subjectivité. Bon, ça va être... c'est quelque chose, évidemment, qui va... Comme le monde ancien a disparu, il a une tendance va être de se dire que pour retrouver pied sur quelque chose, poussons à fond dans le mouvement où nous sommes entraînés vers le monde qui est en train de naître. Allons au bout de cette nouvelle logique technicienne et de prise en bloc, et de dynamisme de l'affrontement des blocs, dont va sortir une nouvelle cohérence de nos vies qui nous échappe par ailleurs. Donc, par le biais de la mobilisation, donc on retrouverait une forme de stabilité que le monde, mettons, de la tradition des conventions bourgeoises ne permet plus d'assurer. Ça va être le nouveau style qui va s'imposer notamment dans les nouveaux régimes totalitaires d'avant-garde, que ce soit le fascisme ou le bolchevisme. Mais finalement, quand on songe à l'art déco, c'est aussi bien dans les sociétés occidentales avancées, ce nouvel hiératisme d'un monde qui est comme structuré par la technique, par ses formes très 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 clean et qui retrouve en même temps quelque chose, une sorte de pureté comme égyptienne. Cette prise en bloc assez comme monumentale. Si on songe à tout l'imaginaire autour des paquebots, par exemple, cette nouvelle façon d'approcher le monde comme un globe, hein, si on s'imagine, si on pense aux représentations des films de cette époque-là, où on voit comme un globe terrestre dans l'espace, cette nouvelle représentation qu'on avait d'un globe saisissable dans un espace comme infini. Et bon, le paquebot, c'est une des faces. Et l'avion, bien sûr, et puis les ondes radio qui permettaient de relier tout ça. C'est un nouveau rapport à l'espace et au monde, au-delà du familier, de l'immédiat et même du représentable. Il y avait cette cohésion sous-jacente d'un monde unifié par la technique et mobilisé par la politique aussi. Donc je voulais en venir comment ça se traduit en art, cette façon de scinder les signifiants. Ça pouvait aller dans une forme de réalisme non réaliste et surréaliste au fond, mais ça peut aussi aller dans l'abstraction pure et simple, dont les formes les plus avancées peut-être sont trouvées en Russie et pas juste là. Et bon,
c'est intéressant de voir les deux écoles rivales d'abstraction en Russie qui ont émergé durant la guerre et au début de la Révolution. Le suprématisme de Malevich et le constructivisme de Lissitsky. Alors, Malevich, qui est pratiquement platonicien, lui, ce qui l'intéresse, c'est purement les formes pures dans une sorte d'espace purement mental, alors que les constructivistes avaient cette visée de reconstruire la réalité par le plein déploiement des moyens industriels et de la mobilisation politique. Et leur art d'avant-garde représentait ça, de façon comme frappante, par une extrême simplification des formes, schématisation géométrique, mais qui est aussi une sorte de dynamisme directement politique. Ça ici, c'est battons les blancs avec le coin rouge. Hein. Donc les lettres font partie du design et expriment de la façon la plus directe cette idée de prise en bloc et de conflit entre blocs politiques qui sont en même temps des blocs de couleurs et de formes réduits au plus simple. Donc une transposition de ce qu'a été la guerre civile russe, donc entre 1918 et 1922. Vu du côté bolchevique, parce que on oublie souvent à quel point c'était absolument improbable le nouveau régime bolchevique. Hein. Il a failli être balayé. D'abord, c'était au départ le coup d'État d'une poignée d'hommes, et puis même Lénine ne croyait pas que ça durerait bien longtemps. Et bon, 4 ou 5 fois dans la guerre civile, ils auraient pu être renversés, en partie par d'autres socialistes, hein, parce que c'était les socialistes révolutionnaires qui avaient gagné les premières élections en 1918, mais les bolcheviks ont très tôt dissous l'Assemblée là, pour 70 ans. Dès qu'ils ont vu qu'ils ont perdu leurs élections, on se rend pas compte de ça. Donc il y avait que la révolution d'octobre supplante une révolution qui était déjà là, qui était celle de février, et un autre parti progressiste aux racines indigènes russes plutôt que marxistes qui avait amplement gagné ces élections-là. Donc c'est pas l'espèce d'image qu'on retient des films de propagande russe souvent géniaux comme ceux d'Eisenstein, là, bon, avec des réactionnaires buveurs de sang qui oppriment qui ont rien d'humain, puis le peuple unanime qui se soulève contre eux. Là, c'est une construction de notre imaginaire qui s'est imposée par cet art de propagande qui dans leur cas était du plus haut niveau, qui est étroitement lié à l'avant-garde, cette convergence finalement logique entre les projets de l'avant-garde et des régimes totalitaires, de renouvellement total du monde en faisant table rase du passé. Mais finalement, bon, les régimes totalitaires sont aperçus qu'un certain réalisme petit bourgeois, enflé jusqu'au grandiose, était plus efficace pour rejoindre les masses que des expériences formalistes d'avant-garde, si engagées soient-elles. Donc, c'est la logique de mobilisation qui l'a emporté sur le terrain, au-delà de la pureté idéologique qu'ont représenté les avant-gardes. Oui, sur quel terrain? En partie sur celui de tous ces vétérans de la guerre qui étaient pas tous purement des déprimés, traumatisés, devenus pacifistes par la force des choses. Non, il y avait des vétérans de la guerre qui en redemandaient parce que leur psyché avait été comme refaçonnée par cette expérience-là. Ils se sentaient vivants et de certaine façon libres dans l'expérience du combat de première ligne, et c'est une expérience qu'ils ont emportée dans la vie civile, en particulièrement dans les pays qui sont connus des crises sociales juste après, l'Italie bien sûr et évidemment l'Allemagne.
Là, dans ces deux pays-là, il y avait une culture des anciens combattants, une espèce de nihilisme actif, de gens qui faisaient leur propre loi et qui finalement cherchaient des occasions de se battre et qu'ils ont raccroché ça à un nihilisme, à un nationalisme, mais d'une façon initialement assez anarchiste, anarchique en tout cas, avec toutes sortes d'aventures militaires. Je vous ai déjà parlé de comment le poète D'Annunzio s'est fait sa propre armée pour aller s'emparer d'une ville qui avait été attribuée à la Yougoslavie. Il y a eu plein d'actions comme ça aussi en Allemagne, dans tous les conflits, justement tous les territoires limitrophes dont l'Allemagne avait été dépouillée pour donner à ses voisins, et qu'il y avait des minorités allemandes, ce qu'on appelle les corps francs se sont mobilisés, les anciens soldats qui avaient plus d'existence légale parce qu'on a limité la dimension de l'armée à 100 000 hommes. Donc, il y a toutes sortes de formations officieuses qui se sont déployées avec leur culture, militariste un peu anarchiste, là, qui dépendait de chefs charismatiques et qui allait chercher cette expérience d'intensité vitale dans des combats de frontières comme ça, et qui a été théorisé par certains des participants de façon très intéressante, parce qu'au fond c'est une sorte d'existentialisme en acte pour eux, qui avait pour prétexte la nation, mais le principal c'est l'expérience intérieure de la guerre qu'avait théorisé Ernst Jünger, le fait d'embrasser ce mouvement d'agression et de planification combinée de la modernité, de faire du surf sur ce tsunami en quelque sorte, plutôt que de le subir. Donc c'était une façon de gérer ça, qui va être généralement récupérée par les nouveaux régimes totalitaires. Ça prendra pas de temps avant que les arditi, comme on appelait ces anciens combattants en Italie, soient enrôlés par le fascisme naissant au début des années 20. Et puis une grande partie de ces formations de corps francs en Allemagne va évidemment graviter vers le national-socialisme ou dans certains cas vers le communisme, ou vers, en tout cas, une forme de nationalisme révolutionnaire où ils voulaient s'associer avec l'Union soviétique contre l'Occident et ses valeurs bourgeoises, etc. Donc un anti-bourgeoisisme militant qui effaçait un peu les frontières qu'on imagine aujourd'hui entre droite et gauche. Là, il y avait une sorte de solidarité sous-jacente entre les régimes et les mouvements qui rompaient décisivement avec l'héritage libéral bourgeois dont vivaient les pays occidentaux. Donc c'est ça, vraiment un style du 20e siècle qui commençait à l'Est, peu importe où on le fait commencer, là, justement dans tout ce qui n'était pas la France ou l'Angleterre ou les pays nordiques, il y avait cette grande tentation d'aller à fond dans le collectivisme, qui est évidemment pas absente non plus dans ces pays-là, mais pour des raisons sociale, parce que justement la civilisation bourgeoise n'était pas aussi implantée depuis longtemps dans les pays au-delà du Rhin ou des Alpes. Les nouvelles expériences typiques du 20e siècle ont pu se déployer sans résistance en quelque sorte, à partir des années 20. Et bien sûr, ça va prendre toute autre consistance à partir des années 30. Mais tout ça, parallèlement, une libération générale des mœurs, dont vont associer à certains auteurs en France, Paul Morand, ou en Angleterre, D.H. Lawrence, cette glorification de l'instinct et de l'expérimentation au-delà des normes morales, ou de distinction des sexes même. J'ai toujours dans l'idée, en pensant à Paul Morand, une scène d'une de ses nouvelles où à la fin, une sorte de baiser triangulaire à trois personnages là, qui font une sorte de baiser à trois. Hein. Il y avait tout ça. Ça me paraît un beau symbole de cet esprit d'expérimentation tous azimuts,
même dans le quotidien, dans les années 20. Évidemment, avec cette immense transition entre bon, les costumes et les mœurs très contraignantes de l'avant-guerre, tout ça c'est comme volatilisé avec la fin de la Grande Guerre, là, et on avait des vêtements fonctionnels. On recherchait le soleil au lieu de le fuir, donc le bronzage et les sports se sont imposés comme quelque chose qui comme un signe de distinction plutôt que de c'est ça, c'est une nouvelle expérience directe du corps qui était recherchée à tous les niveaux de la société, alors que le corps était toujours mis en boîte ou mis sous contrôle par la civilisation du 19e siècle, la fin du 19e siècle. Tout ça s'est tombé d'un seul coup, et il y a cette idée de satisfaire directement le corps, de le libérer. Et que, par exemple, une nouvelle classe sociale qui était celle des jeunes pouvait se consacrer à ça presque à plein temps, alors qu'auparavant était aussitôt absorbée par le travail. Et on s'est comme indigné de ce travail des jeunes au tournant du 20e siècle. Et en les en libérant, ça a créé une sorte de disponibilité pour l'expérimentation qui s'est très tôt récupérée évidemment par la société de consommation et les mouvements politiques en organisant ce nouveau surgissement de désirs qui cherchait à s'exprimer directement sous des formes très libres avec des fêtes et des travestissements ou des expérimentations sexuelles qui étaient tout à fait choquantes pour la génération des parents. Donc cette espèce de clivage entre des générations, c'est à partir de là qu'on a commencé à en parler. La notion même de génération là, comme étant une nouvelle culture très différente. Il y avait déjà eu des formes, des éléments de ça vers 1910. En France, on a commencé à parler de ça, mais c'est vraiment avec autour de l'expérience de la guerre qu'on a commencé à théoriser, parce qu'on le constatait sans doute que quelqu'un qui avait grandi pendant la guerre ou juste après habitait pas le même monde que quelqu'un qui avait été formé pendant la guerre ou qui avait fait la guerre. C'était une autre culture complètement qui avait surgi. Des gens, par exemple, qui avaient grandi pendant la guerre n'étaient pas soumis à cet impératif du devoir et des rudes épreuves. Ils n'avaient finalement pas grand-chose à faire, qu'ils étaient comme surprotégés, ou en tout cas disponibles. Ils n'étaient pas aussitôt absorbés par des devoirs sociaux. Ils étaient comme... Et finalement, ils n'étaient pas absorbés dans un réseau de signification et de devoirs. Donc, ils étaient comme disponibles à l'expérimentation. Ils avaient un espace subjectif propre qui n'était pas immédiatement récupéré par la socialisation très intense, dont la contrepartie, c'est d'aller au front. Mais ceux qui n'étaient pas au front, justement, avaient la ressource de découvrir leur subjectivité et de s'interroger sur ce qu'ils faisaient là au juste. Alors, on va voir tout ça s'épanouir dans les années folles, justement, là, avec la popularité d'André Gide, là, bon, que tout est permis, tout est une expérience à faire et tout ça. Là. Ça va durer qu'un temps, évidemment, parce qu'on va arriver avec les années 30, avec une autre période de mobilisation où tout ça va se paraître très ridicule et inconvenant, finalement. Mais ça, ce sera pour un autre cours. Je voudrais revenir quand même sur ce qu'écrit Freud à cette époque-là, d'autres textes de Freud. C'est déjà significatif qu'il écrit en 1917 sur le deuil et la mélancolie en pleine guerre, tout le travail de deuil qu'il faut faire quand on perd un être cher, l'espèce d'agression qui est sous-jacente dans la mélancolie, où on projette sur soi-même une sorte de ressentiment qu'on a par rapport à un objet extérieur. Il y aurait sans doute des choses à tirer de ça.
je vais m'attarder surtout quand même sur ce qu'il dit en 1929 de la psychologie collective et de l'analyse du moi. 1921 en fait. Il y a certains passages que j'ai notés que je trouve subjectifs. Assez comme caractéristique de leur époque, quand ils parlent dans la psychologie des foules que le soupçon devient aussitôt certitude et se mue immédiatement en haine. Dans ces nouveaux mouvements de mobilisation collective très intense et dans ce climat de guerre civile qui existe dans plusieurs pays, c'est significatif de noter ça, ce trait général de l'humanité à ce moment-là où de nouvelles où finalement les individus sont libérés de leurs liens traditionnels et bon, on vient de faire l'expérience de la mobilisation des mobilisations nationales de la guerre, mais la mobilisation devient la norme sur toutes sortes d'autres rapports à partir des années 20 et c'est une forme où justement on cherche toujours un bouc émissaire qui va être responsable de tous les maux et on va faire bloc contre ou contre l'autre bloc. Ce serait bien sûr les communistes et les nationalistes ou les nazis en Allemagne ou les communistes et les nationalistes royalistes en France, où il y aurait toujours cette tendance à tomber en blocs sociaux politisés qui sont un peu comme cette peinture de Lissiski, qui sont comme des coins qui s'affrontent, comme des forces solides et compactes, à même le corps social. Donc Freud a aussi cette phrase sur ce type d'intolérance que, évidemment, dans son esprit libéral, on aurait associé surtout au passé, à des vestiges d'âge primitif. Bon, il considère qu'à son époque, il y a une certaine diminution de ce type d'intolérance typiquement religieuse. Mais pour lui, c'est pas par adoucissement des mœurs, mais justement à cause du déclin des liens libidinaux de la religion. Mais en fait, il voit que à ces liens-là, des religions peuvent se substituer d'autres liens, et en fait d'autres religions, en fait. Une nouvelle religion comme le socialisme, il se demande si ça va pas supplanter en intolérance les anciennes religions et intolérance envers tout ce qui est étranger à elles, parce qu'il note que bon, toutes les religions sont basées sur l'amour, mais l'amour de ceux qui partagent la religion et généralement la haine de ceux qui la partagent pas. Et là, les nouveaux mouvements modernes ne sont pas très différents des religions de cette façon-là. Donc, c'est de nouvelles guerres de religion encore plus féroces qui s'annoncent à partir des années 20 et Freud voit vers quoi ça s'enligne. Il voit aussi que les groupes se constituent non seulement autour d'un chef, mais peuvent le faire autour d'une idée, comme une religion ou une idéologie, ou d'un désir un objet de désir qui est commun à tous. Et là, on se rapproche de ce qui est en train de devenir la société de consommation. Ça aussi, ça peut constituer des groupes. Un beau passage où il parle des liens entre cette impulsion mimétique, comme dirait René Girard, et la suggestion de type hypnotique, qui est assez pertinente à la société de moderne et de consommation qui se met en place. Oui,
je suis très, très frappé par ce passage où il dit il n'y a aucun doute que quelque chose existe en nous qui, lorsque nous devenons conscients de signes d'une émotion chez quelqu'un d'autre, tend à nous faire partager la même émotion. Et combien de fois, en fait, est-ce qu'on ne résiste pas à cette émotion pour réagir d'une façon tout à fait opposée? Donc on a tendance à résister, mais pourtant, invariablement, on cède à cette contagion quand nous sommes dans un groupe. Autrement dit, une émotion qui nous ferait, si on était confronté à une autre personne, qu'on ne voudrait pas imiter. Si on est dans un groupe, on va avoir tendance à l'imiter. Son style de contagion du désir, qui va être très importante pour René Girard des décennies plus tard. Donc ça amène Freud à dire que la suggestion ou la suggestibilité est en fait un phénomène primitif, irréductible, un fait fondamental de la vie mentale de l'être humain. C'est ce genre de choses que son neveu va démontrer de façon pratique. Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur ce texte avant d'en arriver là? Oui, dans ces conditions de groupe primaire, comme il appelle ça, tous les individus substituent un objet, mettent un objet à la place de leur idéal du moi et s'identifient les uns aux autres par ce nouveau moi qui leur est fourni par l'objet. Bon, là aussi, une logique mimétique. Le désir d'un objet commun unit tous les êtres humains qui le partagent et leur fait prendre corps. Hein. C'est comme ça que naît l'esprit de corps et Freud note que, même du point de vue anthropologique, ça leur donne une substance commune au point que ça se concrétise ça peut se concrétiser dans un repas. Manger la même chose, le même objet, dévorer le même objet, ça donne une identité commune. Et pour lui, c'est la forme primitive du groupe, c'est ça, le désir de consommation qui rend ceux qui le partagent, qui font que ceux qui le partagent ne font plus qu'un. La communion. Hein? Le repas en commun, du repas totémique à l'Eucharistie aux modes et aux préférences et aux niches de consommation de notre société, qui fait qu'on peut être logé à la même enseigne selon ce qu'on consomme. Et qui se produit en fait une sorte de similitude des réactions, non seulement envers le chef du groupe ou l'objet commun, mais entre les membres du groupe. Donc une contagion horizontale dans la conformation des désirs qui se mettent à se ressembler directement les uns les autres. Donc une sorte d'auto-confirmation des désirs à l'échelle collective, une substitution une nouvelle forme de moi investie dans l'objet dès lors qu'il est commun. Donc une suggestion qui vient plus du chef, mais qui est celle de chacun des membres du groupe sur les autres. Une suggestion mutuelle, une hypnose collective, mais à la limite sans sujet. À la fois quelque chose qui est ambigu, comme René Girard le soulignerait sans doute. Cet esprit de corps vient en fait de l'envie. Chacun tombe d'accord pour se priver d'une chose afin que les autres s'en privent aussi. Hein? C'est un peu l'origine du totem ou du sacré, quoi. Il y a quelque chose qui pour que tout le monde n'aille pas se servir directement d'un objet commun de désir, donc ce qui pourrait donner l'avantage à quelqu'un d'autre plutôt qu'à nous, on
on arrive à partager le désir, de ne pas céder au désir, de s'assurer que tout le monde a le même désir, satisfait de la même façon, par crainte que quelqu'un d'autre monopolise l'objet du désir. Hein. Cet aspect compétitif qui est à la base finalement de l'idée de devoir, qu'on doit se renoncer à certaines choses auxquelles on serait tenté d'avoir accès directement, afin que d'une certaine façon on se tombe pas les uns sur les autres, et en ayant tous accès d'une façon égale, on arrive à vivre ensemble sans s'entre-déchirer, et finalement à avoir un rapport au groupe qui est ainsi formé, qui est plus satisfaisant que la tentative de se saisir de ce qui est l'objet central du désir du groupe. Donc on a un sentiment social qui est le renversement d'un sentiment hostile en quelque chose de positif. Une identification par l'affection à un autre qui donne un esprit commun au groupe. Mais Freud remarque que dans ces conditions de groupe qu'on retrouve déjà dans la horde primitive, le père de la horde, pour lui, c'est un peu comme le surhomme de Nietzsche, sauf qu'il n'est pas au bout de l'histoire, mais au début. Hein. C'est celui qui peut se servir impunément, puis qui, dans certaines conditions auxquelles tout le monde peut s'identifier, mais l'important, c'est qu'il y a ce fantasme de toute puissance de celui qui a les moyens et l'autorité de se satisfaire. Donc, qui est finalement ce que cherchait à dégager Nietzsche de l'emprise des morales. Pour Freud, il répond directement à ça. En fait, c'est ce qui existait, selon lui, au départ, et que la civilisation, tant bien que mal, cherchait à canaliser. Et c'est peut-être, bien sûr, ce qui est en train de ressurgir avec le balayage de toutes les expériences de la civilisation et de la culture. C'est clair que le surhomme comme père de la horde, on le voyait ressurgir partout dans les figures de dictateurs. Là. C'est facile d'imaginer un Mussolini comme ça, ou un Staline, là, celui qui peut se servir et qui a une toute puissance, un accès privilégié au désir, et qui, d'une certaine façon, peut constituer une sorte de substitut à l'idéal du moi, ou un idéal du moi de substitution, l'idéal du nous à travers ce moi tout puissant qui est comme le surhomme. C'est une formule qui allait connaître son apogée dans les décennies qui allaient suivre. Donc, en fait, Freud achève ce texte en notant que, en fait, le groupe est comme l'hypnose, en ce sens qu'il remplace l'idéal du moi par un objet, mais le groupe ajoute à ça l'identification aux autres individus, qui est rendue possible par le même rapport au même objet. Et en fait, c'est la façon dont finalement dont la société de consommation moderne va se constituer, non pas seulement les sociétés totalitaires, mais la société qu'on dit démocratique, libérale, avancée. Elle va se structurer par ce type d'investissement, de désir dans des objets conçus pour ça, et conçus consciemment par référence à Freud par son neveu. Et c'est là que je vais arriver. Donc, essayer de vous parler de choses que finalement j'ai découvertes dans les dernières heures. Enfin, je les avais identifiées un certain temps, mais j'ai pas pu les synthétiser comme j'aurais voulu. Alors, je vais y aller comme en vrac, livrer des choses comme ça dont j'ai pas pu faire de paraphrase, là, mais qui vont vous donner une idée de ce dont on parle. Bon, c'est quelque chose qui est assez discuté sur l'Internet. Donc, c'est des faits relativement connus. Donc, je vais plutôt que comme j'ai pas eu le temps, plutôt que d'essayer d'en faire une nouvelle synthèse, je vais vous les livrer dans une des formes sur lesquelles il était très disponible sur l'Internet, avec une sorte de sélection d'un des textes qui présente ça.
parce qu'évidemment, c'est très populaire dans les milieux, certains milieux contestataires de montrer qu'il y a une sorte de logique très consciente derrière la façon dont notre société fonctionne à tous les niveaux, par la fabrication de l'opinion et des désirs. Donc, en fait, on pourrait appeler le 20e siècle le siècle d'Edward Bernays. C'est pas le siècle de Freud c'est le siècle de Bernays. Et même littéralement parce que il est né en 1891, il est mort en 1995. Donc, il est mort à 103 ans. Donc, il y a plus d'un siècle, ce personnage-là, qui a façonné qui est encore notre... En fait, c'est aussi bien le 21e siècle que le 20e. Hein? Donc, alors que la psychanalyse périclite, son application concrète dans tous les aspects de la vie, elle s'est jamais mieux portée, en fait. Bernays est beaucoup plus important dans l'histoire universelle que Freud, j'en ai peur. Donc, là, je fais un vil plagiat complètement ouvert. Edward Bernays est un nom qui ne vous dit sûrement rien. Presque personne ne le connaît plus aujourd'hui. Pourtant, il est sûrement un de ceux qui ont le plus profondément bouleversé la société au cours du 20e siècle. Non seulement il a poussé les individus à avoir le mode de vie qu'ont les citoyens des pays riches aujourd'hui, modifiant par là considérablement le poids matériel et financier des industries et des entreprises au sein de notre société, mais il a aussi augmenté leur ascendant symbolique sur le consommateur en créant les techniques pour le pousser à la consommation. Politiquement parlant, il a aussi contribué à façonner l'individu passif et malléable d'aujourd'hui en mettant au point tout un tas de stratégies qui pacifient le citoyen, l'endorment en le transformant en consommateur de masse. C'est en effet lui qui a mis au point les relations publiques. Il a même inventé le terme et la chose, la première agence de relations publiques, c'est la sienne. Donc, qui était Edward Bernays? C'est le double neveu de Freud. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais probablement qu'il était parent avec lui des deux côtés. Il connaissait très bien les idées de la psychanalyse, puis qu'il avait été immergé très tôt dans ce milieu, de par son environnement familial. Ce sont ces idées qu'il aurait utilisées, mais pas vraiment à des fins thérapeutiques. En tant que créateur des relations publiques, il a été très sollicité par les entreprises pour les aider à vendre leurs produits en touchant les émotions des acheteurs. Observons quelques-unes de ces prouesses, puis pour voir comment les idées de Freud étaient réutilisées afin de soumettre les individus plutôt que de les libérer, en les transformant en consommateurs serviles. Oui, c'est la libération du désir. En même temps, si on connaît les lois du désir, ben, on est maître du monde, et puis on voit qui est maître du monde aujourd'hui. C'est pas ceux qui clament sur les toits, mais ceux qui nous disent comme... Est-ce que c'est Gatorade qui disait « Obey your thirst hein? ». C'est une nouvelle stratégie de Surtoise. Never mind the image, obey your thirst. Hein? Et c'est bien que les désirs comme ça soient conformés par des gens qui ont une telle sollicitude de savoir quelle est la forme idéale de notre désir et qui nous le fournissent en même temps avec cette forme idéale et nous donnent l'impression d'échapper au conformisme social de l'image, nous donnant la réalité de notre désir qui, par une étrange coïncidence, est parfaitement conforme à l'image d'un désir qui se manifeste, qui se satisfait directement. Donc, on nous vend toujours l'idée d'un désir libre qui se satisfait pleinement. Et étrangement, c'est personne de mieux qualifié pour nous livrer ça que ceux qui ont un intérêt à nous vendre un symbole de cette satisfaction du désir. En fait, Bernays est arrivé à former sa méthode en quelque sorte un peu par hasard. Je pense qu'il avait il a essayé de faire la promotion d'une pièce sur un sujet controversé. Enfin, c'est une pièce qui mettait en scène un monsieur qui se mariait sans avouer à sa fiancée qu'il était syphilitique et puis que sa maladie se transmettrait aux enfants, etc. Donc là, au début, il y a 100 ans, c'était difficile de faire passer un tel sujet. Comment faire que les gens aillent à une telle pièce? C'est un peu comme le film qu'on a vu la dernière fois, un film sur l'inceste mère-fils.
il y a encore des résistances, quoi. Il n'y a personne qui est allé voir ce film hein, à l'époque. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a monté une fondation, la Sociological Fund Committee de la Medical Review of Reviews, pour donner des titres de noblesse à la cause qu'il compte défendre. Il parvient à convaincre des centaines de célébrités d'y adhérer et présente la pièce Damaged Goods de Richard Bennett comme une pièce à vocation informative, pédagogique et préventive sur les dangers de la syphilis et les moyens de la prévenir. Donc, un sujet scandaleux, la pièce traite désormais d'un sujet honorable, cautionné par des intellectuels influents. Donc, c'est ça, en reliant des objets qui eux-mêmes pourraient être repoussants, un peu attractifs, à des enjeux sociaux qui font partie du discours, il arrive à les faire devenir des objets de désir absolument recommandables, avec un grand capital culturel, évidemment, économique à la clé. Donc, c'est intéressant que parmi ses premiers clients, il y a des artistes importants du XXe siècle, non seulement comme le chanteur d'opéra Enrico Caruso, mais aussi le danseur Nijinsky, les ballets russes. Hein. Donc, imaginons Bernays qui se sert de Freud pour promouvoir, par exemple, le Sacre du printemps de Stravinsky et d'autres chefs-d'œuvre avant-gardistes, par les mêmes méthodes, en donnant une sorte de cachet social, de respectabilité à des choses qui autrement seraient choquantes. Donc le but était de faire en sorte que le public opère une association inconsciente entre le produit et un de ses désirs. D'une promotion anecdotique de quelques vedettes de music hall, la méthode de Bernays changea de registre lorsqu'elle prit une toute autre ampleur et se chargea de contenu politique. Parce qu'il était chargé de la commission Creel, une commission sur l'information publique formée par le président Wilson pendant la Grande Guerre pour favoriser l'entrée en guerre des États-Unis, parce que lui s'était fait élire sur un programme de non-intervention dans les affaires, dans les complications de la politique extérieure, donc d'isolationnisme. Puis là, en fait, pendant la Grande Guerre, il cherchait des façons d'impliquer les États-Unis pour des raisons à lui, mais bon, ça faisait sans doute aussi l'affaire des industriels qui voyaient une occasion de boom économique. Bon, ça n'allait pas vraiment de soi pourquoi les États-Unis devraient entrer en guerre. Bon, il y avait bien eu le torpillage du paquebot Lusitania en 1915, mais bon, mettons que j'ai jeté un froid, mais ça n'a pas suffi. C'était pas un acte de guerre en soi, une sorte d'accident en quelque sorte, bon, c'est quelque chose de peu maladroit, mais bon, ça passait encore. Le casus belli directement, on le sait peu, mais c'est la tentative de l'Allemagne d'impliquer le Mexique dans la guerre en faisant attaquer les États-Unis. En pleine révolution, le Mexique à cette époque-là. Alors, il y a le télégramme de l'ambassadeur allemand, Zimmermann, qui a été intercepté, puis là, ça fournit aux États-Unis l'occasion de montrer que l'Allemagne cherchait à faire agresser le Mexique. Donc, c'est ça. On imagine que c'est quelque chose qui a été moussé par les médias, comme bon le torpillage du paquebot Maine dans le port de la Havane en 1898 pour faire entrer en guerre les États-Unis contre l'Espagne. C'est quelque chose qui est coordonné avec les médias. Mais donc la tâche de Bernays dans sa commission Creel, c'était de faire avaler ce changement de position aux Américains. C'est à lui qu'on doit, par exemple, le fameux poster I Want You, l'oncle Sam, là, qui est reprise en fait du poster britannique là, I Want You de Lord Kitchener. Donc là, il payait des célébrités pour apparaître dans des meetings, et puis il y avait tout un discours qui a été élaboré. Donc, une des stratégies utilisées par le président Wilson,
et ses conseillers fut d'annoncer que les États-Unis n'entraient pas en guerre contre un pays, mais pour maintenir un idéal de démocratie et le propager dans le monde entier. Bon, une formule éprouvée. En fait, soit dit en passant, le président Wilson est probablement la figure politique qui a le plus intéressé Freud, mais parce qu'il en avait une détestation viscérale. C'est le seul politicien dont il a fait, sans rencontrer, la psychanalyse, là, parce qu'il cherchait des occasions de le descendre. Je pense qu'il lui a jamais pardonné ce genre d'hypocrisie là, qui est d'évoquer cette haute moralité, de la mobiliser pour défaire l'Allemagne, de lancer ce programme des 14 points qui a incité l'opinion à se dire on pourrait accepter cette offre, puis ensuite on sait le sort qui a été réservé à l'Allemagne. Il y a une allusion dans un de ses écrits, par exemple, si l'état-major allemand avait mieux traité ses soldats, peut-être qu'il y aurait eu moins de susceptibilité à la propagande des 14 points de Wilson. Donc, Freud avait une petite obsession là, négative contre Wilson, comme type d'hypocrisie puritaine. Il a écrit un livre. Exactement, oui. C'est une commande, là, mais il est sauté dessus parce qu'il y avait... Bon. Peut-être que c'était trop proche de lui aussi, parce que Freud avait une certaine inclination pour ce genre de personnage démocrate puritain, mais là, le niveau d'hypocrisie était tel là, que ça basculait dans autre chose. Il y a de l'amour-haine. Bon, en tout cas... Oui, alors le point clé, c'est que, justement, comment la Grande Guerre a modelé le monde où nous vivons, c'est que Bernays s'est dit que ces méthodes de propagande en temps de guerre, pourquoi ne pourrait pas aussi s'en servir en temps de paix? Le terme propagande était connoté péjorativement, il fallait d'abord changer le mot, mais pour désigner toujours le même processus. Alors, c'est alors que Bernays s'est mis à parler de relations publiques. Il a lancé le terme et les premières agences de relations publiques, quoi. Après la guerre, il commence à monter un petit bureau de conseil à relations publiques en utilisant les mêmes méthodes pour pousser les masses à consommer plutôt que pour l'entrée en guerre. Pour y parvenir, il commence par se faire envoyer un volume de l'introduction de la psychanalyse de Tonton Freud en échange d'une boîte de cigares. Donc, disons la fixation phallique de Freud sur les cigares, en quelque sorte, fait basculer l'histoire universelle. Eu notamment pour effet de faire fumer les femmes. Donc, mais pour respecter un peu la chronologie, je vous dis que comment la transition s'est faite de façon comme logique là, entre les fournisseurs de l'effort de guerre américain, c'était notamment dans le monde agricole, ils avaient fait une énorme production d'œufs et de porc. Donc, une fois les soldats rentrés, ils ne savaient plus trop comment écouler tout ça, alors ils se sont tournés vers Bernays, et puis il a sollicité des opinions médicales pour imposer l'idée que le petit déjeuner idéal de l'Américain, c'était des œufs et des bacon. C'est pas une combinaison qui existait auparavant, là. Ça a été inventé de toutes pièces par Bernays, ce qui nous semble tout naturel aujourd'hui, là. Pour tous les camionneurs du monde et qu'on commence la journée avec des œufs et des bacon, ben c'était simplement parce que les producteurs qui avaient trouvé un débouché facile avec la guerre pour leurs œufs et leur porc avaient besoin d'un autre débouché en temps de paix. Donc c'est on vit dans nos habitudes de petit déjeuner la continuation de la mobilisation totale de la Grande Guerre. Non, mais c'est littéral, mais encore plus littéralement, pourquoi il y a tant d'agents préservatifs aux effets douteux dans notre nourriture, dans toute notre nourriture, des choses qui les font durer longtemps sur les étagères. C'est pas vraiment pour nous. C'est pas aussi essentiel que ça que les choses durent aussi longtemps pour nous. Pourquoi il faut qu'il y ait des préservatifs, des agents de conservation dans toute la nourriture? C'est parce que le principal marché stable et fiable de l'industrie alimentaire américaine
c'est les bases américaines à l'étranger. Il faut que les aliments se conservent pour pouvoir les envoyer en masse à l'étranger, en les envoyant en bateau et que ça puisse... c'est pour ça qu'on est gavé d'agents de conservation, parce que la plus grande part du gâteau, c'est le cas de le dire, c'est l'armée américaine. Donc on est toujours, finalement, nos habitudes alimentaires sont dictées par l'armée américaine depuis la Grande Guerre. Et c'est George Bernays, c'est Edward Bernays, le neveu de Freud, qui a perfectionné la méthode. Donc, en 1929, George Hill, président de l'American Tobacco Corporation, contacte Bernays. Il est confronté au problème suivant. Il est tabou pour les femmes de fumer en public, ce qui fait potentiellement perdre à l'industrie du tabac la moitié de sa clientèle. Bernays consulte alors un psychanalyste, Abraham Brill, qui lui explique que la cigarette est le symbole du pénis, du pouvoir masculin. Pour être acceptée parmi les femmes, elle doit être vue comme un défi au pouvoir masculin. Je ne désigne personne, mais suivez mon regard. Si Bernays parvient à donner aux cigarettes l'image d'un objet subversif de libération de la femme et non celui de leur domination, alors elles fumeront. Si la cigarette est associée au pénis de l'homme, il faut que les femmes en fumant se disent qu'elles auront leur propre pénis. Donc ça, c'était mis en place de façon très théâtrale, très concrète, c'est pas juste une idée en l'air. Lors d'une parade à New York, Bernays embaucha des jeunes femmes à qui il demanda, à un signal donné, de sortir des cigarettes en public et de les fumer. Elle avait aussi prévenu les journalistes que les féministes, les suffragettes militantes du droit de vote, feraient un coup d'éclat, un geste fort de protestation. Elles allumèrent alors les cigarettes en public, fait qu'il fit la une de tous les journaux et l'objet de toutes les conversations. Toutes ces femmes qui, tout d'un coup, se mettent à fumer en public. On n'avait jamais vu ça. Lorsqu'elles furent interrogées par les journalistes, les jeunes femmes expliquèrent qu'elles avaient allumé les torches de la liberté. Ce slogan avait été préparé à l'avance par Bernays. Il faisait évidemment référence à la statue de la liberté. Hein. Bon, en fait, ce que vient proclamer la statue de la liberté au monde, c'est le statut phallique de la cigarette. C'est ça, la liberté américaine. Puisque c'est de liberté qu'il s'agissait, on ne pouvait pas être contre. Au fait de fumer alors que le fait de fumer pour une femme avait été implicitement associé donc la cause féministe. Quiconque soutenait les libertés de la femme se sentait obligé de défendre leur droit de fumer en public. Le tabou fut ainsi levé car assimilé à un machisme réactionnaire. De leur côté, les femmes pensèrent être puissantes et indépendantes en fumant. Elles faisaient enfin comme font les hommes. L'association du fait de fumer et de la cause des femmes est totalement irrationnelle, mais il a permis de voir le fait de fumer non comme une aliénation, mais comme une libération. Cela les fait se sentir et être vues comme indépendantes. Vers la même époque, donc, à cette époque-là, le président c'était Calvin Coolidge, un autre puritain sinistre qui avait mauvaise presse auprès de sa population du fait de sa mine taciturne. Il n'était pas apprécié parce qu'elle était jugée trop froid et inexpressif. Pour remédier à ce problème, Coolidge a contacté Bernays et lui a demandé d'améliorer son image. Pour y parvenir, Bernays a invité 34 stars, évidemment des clients de Bernays, à la Maison Blanche pour un déjeuner. Donc le président a été vu en compagnie de personnes joyeuses et populaires, dans une ambiance décontractée et festive. Sa réputation d'homme austère se trouvait contredite. Bien sûr, des journalistes étaient invités en masse à couvrir l'événement et ont pu rapporter. Il a presque ri. Alors ça a changé. Bon, ça a changé son image. Puis ça a sans doute aidé l'administration républicaine à se perpétuer sous Hoover. Mais il a une longue carrière, mais je vais me concentrer sur ce qui se passe à la fin des années 20, parce que là, ça va concerner directement Freud, et là, ça va me permettre d'enchaîner sur le détail de cette application des théories de Freud. Il y a une liste de les exploits de Bernays à cette époque-là. Il a aussi réussi à répandre l'idée que chaque famille digne de ce nom devait absolument avoir un piano chez elle. Il a organisé et fait la promotion des premières conférences en 1920 de la National Association for the Advancement of Colored People, la principale organisation de promotion des droits des Noirs.
il a été le premier à voir dans la voiture le symbole de la masculinité et il en a joué dans les campagnes de promotion qu'il en a faites, bon, en jouant évidemment du statut phallique, d'objet phallique de la voiture. Il a répandu l'idée que n'importe quel citoyen américain, même démuni, se devait d'acquérir des actions et de boursicoter. Ceux qui n'en avaient pas les moyens pouvaient emprunter à des banques clientes de Bernays. Et en 1929, donc, Bernays organise une immense fête pour General Electric, ayant pour but de célébrer l'anniversaire de l'invention de la lampe à incandescence par Thomas Edison. Il y a beaucoup à dire de la lumière électrique, et là, c'est un beau symbole, ce qui se passe à ce moment-là. Il était alors au sommet de sa gloire, et cette fête réunissait tout le gratin new-yorkais du spectacle et des affaires. Ironie du sort, c'est lors de cette soirée que parvint l'annonce du krach de Wall Street, qui engendra une période de relatif désaveu pour Bernays et les relations publiques en général, avant de repartir de plus belle. Il se trouve que Freud lui-même a souffert de la crise économique. Après tout, la Kreditanstalt de Vienne qui s'est effondrée peu après. Donc, c'était un des épicentres de la crise financière. Mais en fait, c'est à cette époque que Bernays est venu directement à la rescousse de Freud. Freud qui connaissait de graves difficultés financières à ce moment-là. Donc, non seulement Bernays était redevable à son oncle un certain nombre de choses, mais de plus, il vit en lui une occasion supplémentaire de faire du profit et d'accroître son pouvoir. Il ne se contente pas de faire publier les livres de son oncle, mais surtout, il en fit la promotion, s'arrangea pour en faire l'objet de controverses passionnées, ceci afin de donner l'envie de les lire. Ce n'était qu'alors qu'il tira profit de leur publication, non sans retourner à son oncle une partie de la mise. Donc, Freud a vécu dans la dernière décennie de sa vie de l'application de ses méthodes dans la société de consommation américaine. Il a même proposé à Freud d'écrire un article dans Cosmopolitan sur le sujet suivant, la place mentale de la femme au foyer. Freud s'est offusqué, a refusé, mais l'anecdote montre bien que Bernays ne reculait devant rien pour promouvoir ses produits. Au-delà du simple coup de main à son tonton, la propagation des idées de Freud était bénéfique pour Bernays aussi, dans le sens où les individus, inspirés par la vulgate freudienne, se mirent à penser qu'ils pouvaient exprimer leur personnalité profonde au travers de ce qu'ils consommaient, donc ce qui était bon pour les affaires de tout le monde. Bon. Alors, bon, je reviendrai peut-être une autre fois sur les autres exploits de Freud au cours des décennies suivantes, mais là, il y a un essai de décortiquer la façon dont... Qu'est-ce qui a été retenu de Freud et comment ça a été appliqué ou perverti. La notion d'inconscient a été réinterprétée sous ces deux aspects par Bernays. L'aspect de quelque chose de différent du besoin, puis son côté intarissable aussi. Donc, qu'est-ce que ça devient pour Bernays? L'idée de l'inconscient comme des motifs inconnus du sujet lui-même. Bernays en a tiré la conclusion que le comportement des individus était irrationnel et par conséquent qu'il était légitime de les manipuler. Donc on pouvait pousser les gens à agir d'une certaine manière. Oui. On pourrait, oui, c'est ça. Ouais, j'en ai pas pour très très longtemps, là, peut-être 10-15 minutes là, au maximum. Ouais. Donc l'inconscient a été réutilisé à la fois pour sa signification anthropologique sur la valeur de l'homme, mu par des désirs qu'il ne contrôle pas, et pour son influence causale sur les comportements, du fait que l'inconscient soit inaccessible et qu'il détermine nos actions. L'inconscient prouve que les hommes ne sont pas libres, et l'idée selon laquelle les actions des hommes étaient guidées par des pulsions ancrées profondément en eux et non par leur simple capacité à délibérer, amena Bernays à penser que les individus n'étaient pas fiables. On ne pouvait pas leur confier la bonne marche de la société. La démocratie devait être révisée. Pourtant, les individus n'accepteraient pas que l'on s'empare du pouvoir et qu'on les en prive. Il fallait maintenir le discours démocratique et l'illusion de démocratie.
Comment alors décider à la place des gens tout en leur laissant l'impression que ce sont eux qui décident, en les manipulant? Les hommes ont des peurs profondes et des comportements irrationnels et non propices à la vie sociale. Soit qu'on se laisse submerger par eux, soit on les exploite afin de les contrôler. En leur faisant faire les choix que l'on veut qu'ils fassent, mais en leur laissant l'impression que c'est de leur plein gré qu'ils le font. Donc, le véritable pouvoir reviendra à un gouvernement invisible, une notion qui est présente au premier chapitre de son livre classique Propaganda, de 1929, justement. C'est l'année symbolique où plein de choses arrivent en même temps, même pour Bernays. Donc, un gouvernement invisible composé de publicitaires, de conseillers en relations publiques, qui modifiera en profondeur et de manière sous-jacente les opinions des gens pour qu'ils adoptent celles que l'on veut qu'ils adoptent. Ceci semble tout à fait justifié aux yeux de Bernays. Les événements sanglants du XXe siècle montrent que Freud avait raison, que les individus ne sont pas rationnels, et par conséquent, il est dangereux de leur laisser les rênes de la société. Le gouvernement invisible est un moindre mal. Les individus sont heureux car ils ont l'impression de prendre eux-mêmes leurs décisions, mais en même temps, la cité est dirigée par les individus compétents qui sont capables de surmonter leurs pulsions inconscientes. Donc, si les masses doivent contribuer à la bonne marche de la cité, pour Bernays, ce n'est pas en tant que citoyen et pour les décisions qu'ils prendront, mais en tant que consommateur. L'individu n'est plus perçu comme celui qui dispose d'une capacité de délibérer, mais comme celui qui contribue au fonctionnement économique de la société. Bernays n'a pas complètement inventé ces idées. Il les a reprises à d'autres, notamment le penseur libéral progressiste Walter Lippmann, qui a une énorme influence. Je pense qu'il va jusqu'à Pierre-Éliott Trudeau, là, mais le libéralisme moderne qui est pas le laisser-faire absolu, mais qui va au-devant des besoins des gens là pour en leur assurant un certain bien-être pour qu'ils puissent continuer de consommer avec un bon niveau de vie là. Ça va très bien d'ailleurs avec des politiques keynésiennes là, qui permettent que les gens aient assez de choses pour continuer de consommer et donc continuer à faire marcher l'économie. Donc c'est sur les idées de Keynes qu'on va se baser pour avoir une politique d'investissement public qui va amener les pays à sortir de la crise là, ou à amener le laisser-faire que symbolise un Coolidge. Là. On va passer à Roosevelt après. Là, toute cette nouvelle forme de libéralisme qui peut sembler généreux plutôt que purement pingre et calculateur comme il avait été auparavant. Ça remonte en partie à Walter Lippmann. Selon lui, l'homme ne peut pas se gouverner lui-même et la psychologie doit être utilisée comme un outil pour comprendre le fonctionnement de l'humain et mieux contrôler l'individu dangereux. Bernays considérait que sa méthode correspondait aux objectifs de Lippmann, endormir les individus en les satisfaisant par les consommations, et en faire des happiness machines, et œuvrer par là à l'ingénierie de l'assentiment, the engineering of consent. Manufacturing Consent, c'est le titre d'un fameux film d'un livre de Noam Chomsky, mais en fait c'est une phrase qui vient de Lippmann et que Bernays a appliquée. Il est intéressant de savoir que les thèses de Bernays étaient suivies par Goebbels. On a retrouvé son livre Crystallizing Public Opinion dans sa bibliothèque. Bon, évidemment, Hitler aussi pensait que la démocratie menait les individus au chaos, et bon, qu'il fallait guider leurs désirs pour éviter ça. Donc, Bernays croyait qu'il était possible de pousser les gens à agir d'une certaine manière, non seulement sans qu'ils s'en aperçoivent, mais surtout de manière à ce qu'ils aient l'impression que l'impulsion vient d'eux-mêmes. Il faut toujours que les gens aient l'impression d'être libres. Ils tiennent donc l'homme est finalement un être qui aspire à la liberté, mais qui la redoute plus que tout en même temps. C'est bon. La modification intervient dans les deux sens. Donc, premièrement, il faut parvenir à modifier l'inconscient à l'aide de certaines techniques qui permettent d'y pénétrer. Et deuxièmement, cet inconscient modifiera notre comportement selon les processus psychiques à l'œuvre chez l'être humain. La différence par rapport à Freud est que Bernays ne souhaite pas connaître l'inconscient de telle ou telle personne particulière. Il souhaite insérer quelque chose dans l'inconscient d'une population entière. Un petit peu comme le film Inception, hein, où il fallait insérer des choses dans l'inconscient, mais là à une échelle de masse.
il ne peut donc pas utiliser des techniques comme l'interprétation des rêves, puisque un rêve peut avoir des significations très différentes pour chacun des individus. Il n'y a pas de clé des songes. Mais il existe une technique particulière qu'il faudra un peu modifier, c'est la libre association. Dans la psychanalyse, elle consiste à demander à l'individu de se laisser aller à dériver de sujet à sujet selon les relations qui lui inspirent telle ou telle évocation. Petit à petit, on parvient à dresser un réseau de faits liés symboliquement et à s'approcher de ce qui les lie. Chez Bernays, encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir accès aux associations de telle ou telle personne, mais de générer des associations dans la tête des masses. Pour cela, il peut être utile de connaître certaines associations qui sont déjà là dans l'esprit des gens. Et c'est comme ça que quand Abraham Brill lui a expliqué que la cigarette symbolisait le pénis, Bernays s'est dit qu'on pouvait profiter de cette association pour la réassocier à l'émancipation de la femme. Si on parvenait à faire que les femmes fument précisément parce qu'elles ont, elles aussi, envie d'avoir un pénis pour être l'égal des hommes, alors fumer pour une femme ne sera plus quelque chose de tabou, mais paré de vertu égalitaire. Cette technique montre bien la stratégie de Bernays. D'abord, on accède à une association habituellement opérée par les gens, puis on parvient à la modifier par des événements à forte valeur symbolique. Et enfin, cette nouvelle association poussera les gens à changer d'attitude envers un certain produit de consommation. La manière d'attirer les gens vers un produit ne consiste plus à leur exposer des informations concernant la qualité de ce produit, mais à toucher leurs émotions pour qu'ils réagissent émotivement face à ce que le produit leur inspire. Oui, des éléments sur la notion de désir. Donc, c'est ça, j'ai parlé tout à l'heure du désir comme étant un désir du superflu, pas un désir du besoin, et du désir intarissable, donc qui se déplace sur une multiplicité d'objets qui ne s'épuisent pas dans un seul. Donc, c'est la base de l'exploitation du désir par Bernays. Donc, il utilise ces deux propriétés, celle du désir de superflu pour pousser à consommer ce dont on n'a pas besoin, et le côté intarissable du désir pour pousser à toujours consommer plus. En fait, aujourd'hui, dans notre société, il est relativement facile à un individu moyen de satisfaire tous ses besoins. Il n'aura pas tant que ça à débourser. Mais si on se contente de consommer selon ses besoins, c'est pas rentable pour les entreprises. Pour que les entreprises puissent vendre autant qu'elles produisent et continuer leur expansion, il faut créer chez le consommateur de nouveaux désirs. Il faut leur faire ressentir qu'ils éprouvent un désir envers quelque chose, même s'ils n'en ont pas besoin. On n'achète plus un nouveau manteau parce que l'ancien est usé, mais pour se sentir mieux. De la même façon, on a un désir identique se projette sur une multiplicité de supports. La libido, si on prend ce terme en son sens large, est partout. Tout objet est potentiellement la cible d'un désir. En même temps, aucun objet n'apporte jamais une satisfaction entière, ce qui fait que le désir se reportera toujours sur un nouvel objet à l'infini. Ceci a pour condition l'éternelle insatisfaction de l'homme. Pousser à la consommation exige une stratégie assez tordue. En même temps, il faut faire croire à l'individu que son insatisfaction disparaîtra dans la consommation du produit, et en même temps qu'il faut entretenir perpétuellement cette insatisfaction. Il faut la nourrir tout en se présentant comme celui qui peut la surmonter. L'idée de l'éternelle insatisfaction peut être retournée contre les relations publiques, puisque de toute façon nous serons toujours insatisfaits, et donc par conséquent la consommation n'est pas ce qui nous comblera. Pourquoi continuer à tant consommer? L'intérêt de l'exhortation à la consommation perpétuelle n'est pas celui du consommateur ou du sujet qui désire, qui ne fait que reconduire sa frustration de support en support. C'est celui des producteurs qui cherchent à écouler leurs marchandises en se faisant plus d'argent, ou de celui qui fait désirer. Celui qui fait désirer, pas le sujet qui désire, donc. Il est même possible de dire que l'entretien artificiel du désir a pour corollaire celui de la frustration. Nous sommes sans cesse sollicités par ce que nous pourrions avoir, mais que nous n'aurons pas, parce que les autres ont, mais que nous n'avons pas. Et là, l'élément mimétique girardien, là, si on veut. Il ne semble pas que cette perpétuelle sollicitation contribue vraiment à l'apaisement des gens, bien au contraire. La plupart des notions freudiennes passées ici en revue n'étaient pas connues du grand public, alors que Bernays était une vedette aux États-Unis au début du XXe siècle. Les gens connaissaient Bernays, mais ne connaissaient pas Freud.
Par contre, Bernays avait tenté de diffuser l'œuvre de Freud. La conséquence de ceci avait été la diffusion d'une vulgate freudienne au service de la consommation. On venait d'inventer la psychologie de la consommation, avec de grandes stars payées par Bernays pour déclarer que la manière dont on s'habille était révélateur de notre personnalité profonde, et que par conséquent, il fallait consommer de nouveaux produits pour exprimer ce qu'on avait en soi de particulièrement personnel. Ben, c'est un peu ce que dit aussi Elie Zaretsky, c'est dans ce sens-là que Freud, que le XXe siècle est le siècle de Freud, dans ce sens où c'est... il est venu à point à un moment... enfin, c'est ça. Ce que Elie Zaretsky dit, c'est que Freud a été au capitalisme tardif ce que Calvin a été au capitalisme primitif. C'est-à-dire un capitalisme basé sur l'épargne, le contrôle de soi, l'unité familiale, l'autodiscipline. Bon, Calvin est en parfaite coordination avec ça. Freud correspond parfaitement à un stade où on sort du contexte familial, l'individu trouve un espace de subjectivité et d'expansion de ses désirs qui trouve un débouché dans l'univers du marché. Hein? Il y a une multitude d'objets. Les relations ne sont pas prédéterminées par le cadre familial. Il ne se sent pas à l'aise dans le cadre familial. Il doit affirmer sa subjectivité contre le cadre familial pour l'épanouir indépendamment d'elle et comme par miracle, il y a un univers de désir qui s'offre spontanément à lui sur le marché des objets. Hein? Donc la subjectivité s'affirme à travers de nouveaux objets autres que ceux des relations familiales. Donc Freud est venu à point pour fournir la matrice de ce nouveau rapport du sujet désirant à un monde infini de désirs qui s'alimente en sautant de support en support à l'infini. Et Bernays a mis Freud en pratique. Donc, Zaretsky a raison. Le XXe siècle est le siècle de Freud, mais grâce à son neveu Bernays, hein, tel que digéré par son neveu Bernays. Merci. Mais vous avez vu Century of the Self? Non. Ah, mais mon Dieu, c'est exactement ça. C'est un documentaire, il est sur YouTube. Ouais. Ça dure, je pense que c'est 3 ou 4 heures. J'ai regardé juste la première heure. Ouais. On devrait la regarder ensemble. Ouais. Ça s'appelle Century